Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bonjour à tous. Et puis bonjour merci à tous d'avoir choisi. Tiens, vous êtes là, vous, Frédéric Brindel. Judith Belair, on est très content parce qu'habituellement on est avec vous pendant les vacances à ce moment-là. C'est un peu les vacances cette C'est semaine. un peu les vacances, c'est vrai. Voilà. Bien, merci à tous d'avoir choisi Sud Radio. Je suis effectivement très heureuse de vous retrouver aux côtés de Frédéric Brindel par cette semaine de Vraie Voix, puis aux côtés de toutes nos jolies et sympathiques Vraies Voix. On fait un gros bisou à Cécile de Ménibus, à Philippe David évidemment. Et surtout à Cécile. Surtout à Cécile, mais ça parlait pour vous, Frédéric. Moi, c'est plutôt Philippe. Et puis on parle de tout, et puis on parle vrai surtout sur Sud Radio. Alors si vous voulez être notre Vraie Voix du jour, vous appelez Aude évidemment au 0826 300 300 sur notre standard. Alors pour 17h30, le grand débat. Le gros débat. Voilà, suite aux morts violentes de mineurs à Marseille, Châteauroux et Viry-Châtillon. Est-ce que vous pensez qu'il faut abaisser la majorité pénale du coup de 18 à 16 ans? Vous pouvez nous répondre et voter évidemment sur Twitter et puis réagir toujours sur notre téléphone. Et puis à 18h30, le coup de projecteur suite aux propos de Marine Le Pen qui ne veut pas de l'entrée de l'Ukraine ni dans l'Union Européenne ni dans l'OTAN. On vous demande à vous, est-ce que vous êtes pour, contre ou pas totalement d'ailleurs à cette entrée de l'Ukraine dans l'UE? N'hésitez surtout pas à réagir et à voter et puis à nous appeler encore une fois au 0826 300 300. On aura des experts qui répondront. Alors 17h30, Florence Rouas, avocate pénaliste spécialiste du droit des mineurs. Oui, parlons vrai. Nos adolescents violents seraient-ils impressionnés par une plus grande sévérité de la justice? On en parlera. Et puis notre grand invité aussi à 18h30, alors 18h40, Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales avec cette question. Donc parlons vrai, Marine Le Pen part-elle en croisade contre l'Ukraine ou privilégie-t-elle les intérêts de la France quitte à sacrifier l'avenir de l'Ukraine? On en reparlera. Mais maintenant, on vous présente nos vraies voix. Tout de même. Alors Philippe Bilger, bien le bonsoir. Bonsoir. Alors Philippe Bilger, vous êtes président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Et puis nous avons notre chère Elisabeth Lévy. Bonjour. Bonjour Elisabeth, directrice de la rédaction de Causeur. Et puis Jean Dorido, vous êtes docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Bien bonsoir. Mais ça s'entend en plus. Bonsoir à tous. Tiens, justement, écoutez cela. Rachmaninoff, magnifique. Générique de l'émission Apostrophe. Oui. Bernard Pivot nous a quittés aujourd'hui, Oui, le 89 maestro. ans. Alors, la particularité de ce monsieur, c'est d'avoir su rendre populaire les livres, la lecture. On lui rendra hommage tout à l'heure, 17h20, avec Félix Mathieu. Il nous a quittés, on est tous très tristes. On se souvient bien de ces émissions, effectivement. Apostrophe, Bouillon Un Culture. animateur exceptionnel. Exceptionnel, qui va bien nous manquer. C'est surtout pour moi un monde totalement disparu. Je repense aux émissions, d'ailleurs autant pour la liberté qui régnait, je pense à des émissions où il y avait des gens vraiment, je sais pas, je me rappelle de Marc-Édouard Nab se disputant avec je ne sais plus qui. Non mais, vous voulez, une liberté, un goût aussi pour la vraie littérature, qu'elle soit convenable ou pas convenable, Nabokov. Bon, évidemment, on a maintenant assez peu d'écrivains de cette carrure, mais enfin Bernard Pivot, c'est l'homme d'un monde disparu. On parlait le français, si vous voulez, et donc ça me semble. Oui. J'ai l'impression. Non mais On disait par exemple parle toujours plus français. une espèce de, puisque espèce n'est pas un adjectif qualificatif, mais un nom féminin. Il y a toujours qui dit une espèce de mâle. C'est une espèce. Voilà. je dirais que la façon dont on parlait français à cette époque-là, dans les années 70 et même encore 80, elle est au-delà des fautes qu'on fait ou pas. Si vous voulez, vous voyez bien qu'il y a aujourd'hui une pauvreté énorme du vocabulaire, des tournures. Vous employez on comprend rien au second degré. Enfin bon, si vous voulez, il y a eu un appauvrissement culturel depuis l'époque de Pivot qui est sidérant. La grande force, terrible. c'est qu'il parlait un excellent français et en même temps très accessible, très remarquable. Bon, nous en reparlons tout à l'heure, c'est promis, avec Félix Mathieu à 17h20. Au fil au 0826 300 300, Judith. Nous sommes avec François. Bonjour François. Oui, bonjour. Alors François, vous avez un coup de gueule à passer. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Moi, ça serait une petite leçon de mathématiques concernant le QCF.
Ouais. Alors bon. Alors là, oui, ça vaut des mathématiques. Effectivement, au QTF. Bon, dans un instant, on vous retrouve François. Voilà. Des messages laissés au 0826 300 300. Oui, le répondeur. Alors il y a l'auditeur, il y a Marie de la Drôme qui nous laisse un petit message. C'est parti. Oui, bonjour Marie de la Drôme. Donc je vous laisse un message par rapport à la venue de Xi Jinping. Je trouve lamentable de le recevoir en France avec tous les grands honneurs alors que c'est des millions de personnes qui meurent là-bas en Chine, qui a aucune liberté, sauf pour ceux qui rentrent dans ses règles lui. Donc bien sûr la démocratie toujours n'est pas là-bas, hein, elle n'est vraiment pas là-bas. Et la diplomatie, quand on a affaire quand même à des gens oserais-je dire, un peu sanguinaire quand même. Je pense qu'il faudrait quand même faire attention de ne pas trop l'encenser économiquement, parce qu'en effet, comme vous dites, il est en train de saper notre économie. Ok, merci, bonne journée à vous. Ouais, Marie, le message dans de la Marie. Drôme, ouais. Oui, Elisabeth Lévy, vous aviez envie de réagir. Bah oui, parce que si les relations internationales étaient un concours de beauté morale, ça se saurait. Si vous voulez. Et malheureusement, non, je plaisante pas, je ne trouve pas qu'il faut rire de la volonté de Marie, de l'idéalisme, si vous voulez, qui consiste à dire on aimerait avoir des rapports qu'avec des régimes démocrates, sympathiques, etc. Malheureusement, la question des rapports de force existe. Et il faut bien dire que on entre dans cette deuxième guerre froide un peu plus à poil que dans la première encore. Jean Dorido, là, ça vous laisse... Non, alors bien sûr, Elisabeth Lévy a raison de rappeler que la diplomatie a ses exigences, voilà, qui ne se préoccupe pas des droits de l'homme. Je me rappelle de Rama Ayad, déjà à l'époque, ancienne ministre de Sarkozy, à qui il avait été fait le reproche, effectivement, de ne pas se soucier des droits de l'homme à propos déjà de la Chine. Maintenant, c'est vrai que ça a toujours un petit côté choquant de voir effectivement tout ce décorum pour des dictateurs effectivement sanguinaires. On pense aux Ouïghours, on pense vraiment à la répression inouïe qui est faite par le régime chinois. Et puis, Elisabeth a raison, c'est vrai que c'est angoissant parce qu'on est de plus en plus dépendant de la Chine pour beaucoup de fabrication, même beaucoup de matières premières. C'est vrai que la France s'est désindustrialisée vraiment vitesse grand V depuis 40 ans. C'est pas les Chinois qui nous ont obligés. On espère seulement que le président de la République saura parler comme il convient sur certains plans aux dictateurs chinois. Vous avez vu, en tout cas, il l'amène au Tourmalet, dans les Pyrénées. Rémi André nous a dit qu'il ferait beau. et ça change tout. Parce au moins, ils auront de l'élévation. Voilà. Et ils vont faire du vélo à vélo. Alors, moi, je l'ai monté à vélo, vous savez. Oui, Tourmalet, c'est On aimerait beaucoup les voir tous les deux à vélo avec le président. Non, merci. Non, là, je suis pas sûr, moi. Les Chinois sont forts en vélo. Allez, on est reparti. François. Oui, il y a François qui nous attend. François, vous êtes là ? Oui, bonjour. Alors François, on revient sur votre coup de gueule, une petite leçon de maths sur l'accueil des migrants. Il faut plus d'efficacité pour vous sur les OQTF. Allez-y, expliquez-nous. C'est simple, c'est une entrée, une sortie. Oui. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez un peu mon résumé. Allez, expliquez. Vous n'acceptez pas de personnes entrant du visa sur lequel vous devez faire une sortie au QTF du pays d'origine, vous voyez. C'est-à-dire vous bloquez les transferts de visa tant qu'ils n'ont pas repris le QTF. Vous ne fermez pas la porte, vous dites ok, non, vous pouvez rentrer chez nous, mais tant que vous n'avez pas repris une personne, vous ne faites pas rentrer une autre personne. On fait du 1 pour 1. Oui, alors il y avait eu effectivement des tractations, notamment avec les pays du Maghreb, et ça n'a pas été toujours très 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 facile. Réaction de Philippe Bilger, là. Si j'ai bien saisi, on en renvoie un et on en reçoit un, c'est bien ça ce qu'il dit? Non, on en reçoit un par un, c'est-à-dire pas 2 par 2 ou 3 par 3. Ah bon, c'est un peu ce que veut faire le syndicat de la magistrature pour les prisons, quoi. C'est-à-dire, non, je suis pas persuadé que ce soit la bonne méthode pour créer de l'efficacité qui semble. D'ailleurs, Gérald Darmanin a fait des efforts. Ça va plutôt mieux maintenant dans les renvois et les expulsions. François, vous êtes attaqué, répondez. Ouais, non, mais parce que c'est ça. Mais il faut à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Parce qu'aujourd'hui, si vous gouvernez, si on continue à gouverner comme ça en France, c'est sûr qu'on va se faire attaquer par les Américains, par les Chinois, les Anglo-Saxons. Non. À un moment donné, l'Europe, c'est les États-Unis d'Europe. Il faut qu'on se forme tous, d'accord, et qu'on soit tous de même coup de poing sur la table. On dit voilà, une entrée, une sortie, point. Ok, après, c'est les gens, les cartes en main. S'ils veulent rentrer chez nous, il faut qu'ils récupèrent un de chez eux. Puis voilà, c'est tout. Que ce soit un Suisse ou un Allemand. Vous voyez, je ne suis pas raciste, je ne parle pas. On sait très bien que c'est au niveau du Maghreb qu'il y a beaucoup de soucis, au niveau du QTF. Mais à un moment donné, il faut taper le poing sur la table et dire non.
Ça suffit. Donc on le rappelle, hein, les OQTF, obligation de quitter le territoire français qui touche une personne quand elle est condamnable ou qu'elle n'est pas légalement sur le territoire français. Juste avant la pub, peut-être une... Oui, Elisabeth, vous avez peut-être envie de réagir. Sur les OQTF, non mais... En fait, le problème, c'est avant d'expulser les gens, notre problème est de ne pas les laisser entrer. Notre problème est à la fois un problème idéologique, c'est-à-dire d'arrêter de faire comme si c'était une chose absolument naturelle qu'un pays devienne un hall d'aéroport, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que les Africains eux-mêmes, je vous rappelle que les Africains eux-mêmes n'ont pas envie que leur propre pays devienne des halls d'aéroport. Hein. C'est pas comme si les pays d'émigration étaient eux-mêmes, si vous voulez, le festival. On voit que le multiculti, ça ne marche pas. Même dans les pays où il est de tradition, à moins qu'on considère que l'exemple britannique aujourd'hui de l'islamisation à grande vitesse soit une réussite absolue. Enfin, il renvoie au Rwanda maintenant. Oui, je vous parle. Je vous dis juste que le problème n'est pas de renvoyer des gens au compte-gouttes, pas au compte-gouttes, avec toutes les choses trappes qu'il y a dans les procédures. Le problème est de pas les laisser entrer. C'est tout, c'est... Jean Dorido, vite fait. Alors vite fait, écoutez, 2,5 milliards d'Africains en 2050. Donc on va être amené à accueillir de plus en plus de monde. Et du coup, François pose une bonne question. On va des conditions d'accueil et puis de rapatriement, effectivement, dans le pays d'origine lorsque les personnes sont frappées d'OQTF. Allez, chers auditeurs, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Il y aura les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Puis le grand débat du jour, restez là. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de Sud Radio, c'est en ce moment, effectivement, avec nous deux. Et puis les autres, les vraies voix toute la aussi. semaine, hein, voilà, pour toute la semaine. On est content, Frédéric Brindel. Oui. Alors, dans un instant, évidemment, on va retrouver les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Mais tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur. Voilà. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Philippe Bilger, ce soir, contre Rima Hassan, la candidate LFI qui récidive. Israël pire que la Russie. C'est à vous, monsieur le procureur. On a évidemment le droit, lorsqu'on est une candidate sur la liste LFI, pour les européennes, de parler d'Israël, de parler de la Russie, d'évoquer le sort des Palestiniens. Mais ce qui devient un petit peu plus que gênant, c'est de récidiver dans l'ineptie et l'absurdité et de dire, par exemple, qu'Israël est pire que la Russie en matière de droit international et que ce que vivent les Palestiniens est pire que ce que Israël a subi le 7 octobre. Là, il y a une espèce de politique de l'extrémisme et de l'outrance qui montre non seulement que, intellectuellement, on a des faiblesses, mais que profondément on ne cherche qu'à provoquer et à gêner, à stigmatiser. Et au fond, derrière tout cela, il y a un antisémitisme délirant. Alors, allez-y, réaction. Je suis d'accord sur la conclusion. J'aurais envie de poser la question à Philippe à la fin. Est-ce qu'on doit interdire ce genre de propos? Mais je voudrais m'arrêter une seconde sur ce que subissent les Palestiniens et pire que ce qu'a subi Israël. C'est une question idiote. Si vous voulez, en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas un palmarès du malheur. La question est de savoir qui est responsable des souffrances des Palestiniens. Or, si vous voulez, Israël ne fait pas ça pour se venger. Israël fait ça pour s'assurer, d'accord, que plus jamais le Hamas ne sera en mesure, si vous voulez, de commettre de nouveau ce genre d'atrocité. Après, ça marche ou ça marche pas, ce que vous voulez, mais l'objectif est de destituer le Hamas du pouvoir à Gaza et du pouvoir de nuire militairement à Israël. Il n'est pas du tout de se venger. Donc elle oublie évidemment cela. Et comme pour le reste, la question que je vous poserai, moi je suis pour quand même le droit à proférer des inepties. Moi aussi. Mais il ne faut pas en abuser, tout de même. Oui, mais là vous comptez sur le... C'est vrai qu'avec vous, on avait évoqué la judiciarisation de la vie politique, c'est-à-dire que si on commence à mener en justice ceux qui avancent de tels propos, Jean Dorido. Alors il y a certainement des lois possibles pour le faire. Oui. Mais... Non, parce que c'est triste de voir effectivement cette cette extrémisation du débat. J'ai envie de dire, pourquoi tant de haine, quoi, quand même. Le LFI avec Rima Hassan et d'autres sont vraiment extrêmement remontés par rapport à ce qui se passe. Bien sûr que c'est une situation très grave. Pour autant, c'est terrible parce qu'ils participent à une espèce de polarisation du débat et du coup, il est impossible, si vous voulez, de dire quoi que ce
ce soit qui irait dans le sens de la modération sans tomber sous le coup d'une vindicte assez effrayante. Maintenant, c'est un fait, j'entends Philippe Bilger parler d'antisémitisme, c'est vrai que les filles doivent faire attention parce que ça va finir par se voir quand même à force. Si ça se voit pas déjà, cher Jean Doredo. C'est parti pour les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, vos 3 mots du jour, visite, évacuation et dictée. Le président chinois Xi Jinping est arrivé en France pour une visite de 2 jours. Emmanuel Macron en a d'ores et déjà appelé devant lui à des règles commerciales équitables et une coordination sur l'Ukraine. Israël lance une opération d'évacuation à Rafah avant une offensive annoncée sur la grande ville de la bande de Gaza. Et puis ces fameuses dictées étaient devenues aussi fameuses que ces émissions apostrophes bouillon de culture. Bernard Pivot a refermé son dernier livre à l'âge de 89 ans. Les vraies voix Sud Radio. L'Union européenne n'hésitera pas à prendre des décisions fermes, si nécessaire, pour protéger son économie et sa sécurité. Des mots signés Ursula von der Leyen. Elle l'a dit au président chinois tout à l'heure, Xi Jinping, reçu par Emmanuel Macron en compagnie de la présidente de la Commission européenne. Ambiance donc pour le début de cette visite de 2 jours sur fond de tensions sino-européennes. Évidemment, l'Europe accusant Pékin de concurrence déloyale en exportant des produits subventionnés sur nos marchés, notamment par exemple des voitures électriques. Le président Macron a donc lui aussi plaidé pour des règles commerciales équitables. La situation internationale, très clairement, nécessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois. Nous sommes à un tournant de notre histoire qui impose de faire face et de surmonter les difficultés structurelles, qu'il s'agisse des échanges économiques avec une logique de découplage qui serait néfaste ou de notre responsabilité à assurer des règles équitables pour tous. Le président Macron tout à l'heure et donc face à lui Xi Jinping. Le monde d'aujourd'hui est entré dans une nouvelle période de turbulence et de changement, déclare le président chinois. En tant que 2 forces importantes dans le monde, la Chine et l'Union européenne doivent rester des partenaires, dialoguer, approfondir la communication stratégique, renforcer la confiance mutuelle pour apporter constamment de nouvelles contributions à la paix et au développement dans le monde. Voilà, dans ce contexte, ces propos pourraient crisper un peu côté chinois les propos de la tête de liste macroniste aux élections européennes ce matin sur Sud Radio. À propos des persécutions des Ouïghours, Valérie Hayer estime que la Chine commet un génocide. Le Parlement européen a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet à plusieurs reprises. Je vous le dis à titre personnel, vous l'avez décrit, quand on parle d'internement, de stérilisation forcée, d'effacement de la langue et de la culture. C'est à la justice de faire son travail et de qualifier, mais oui, très probablement, on peut penser qu'il s'agit d'un génocide. Vous pensez que la Chine commet un génocide contre les Ouïghours? La situation des Ouïghours est insupportable en Chine. Nous avons au Parlement européen eu l'occasion à plusieurs reprises d'adopter des résolutions. Et c'est la raison aussi pour laquelle il faut avoir un dialogue de vérité avec le président chinois. Valérie Hayer ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Plusieurs prononciations, Hayer, Philippe Bilger. Elle est courageuse tout de même, elle se démarque un petit peu du discours macroniste là-dessus, mais mon Dieu, ça ne suffira peut-être pas pour la faire remonter. Elisabeth Lévy. Vous allez me faire commenter les propos de Valérie Hayer, là vous n'êtes pas sympa. Hein. Si vous voulez, moi, j'en ai un peu marre des bons sentiments sur oui, c'est vrai. Non mais, si vous voulez, d'abord, je ne sais, honnêtement, là, je suis en toute bonne foi, je connais pas assez le dossier pour savoir si le terme génocide est approprié à toutes les choses horribles qui se passent là-bas. Pour les Ouïghours, en l'occurrence. Oui, je ne sais pas. Parce que génocide, ça veut dire volonté d'extermination d'un peuple. Est-ce que et là, je suis tout à fait incapable de vous répondre. Mais par ailleurs, si vous voulez, ça mange pas de pain. En gros, c'est moi aussi, je peux vous dire. Alors moi, je suis pour la paix dans le monde. Je suis pour les. Vraiment, Elisabeth? Oui. Je suis pour la fin. Oui, pour la paix dans le monde. Je suis pour la fin de la fin aussi. FAIM, etc. Enfin, si vous voulez, j'en ai un peu marre. C'est trop basique, quoi, c'est ça que vous dites. Non, c'est pas trop basique, c'est trop émotionnel. Ça suscite forcément un consensus. C'est trop émotionnel, trop sentimental, et j'ai tendance à penser que dans le débat public, les paroles qui ne peuvent pas être contredites feraient mieux, elles sont superflues, si vous voulez. Quand vous dites que quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, pourquoi le dire? Ouais. Jean Doredo. Je vais m'inscrire en faux par rapport au propos d'Elisabeth, parce qu'il me semble que c'est vraiment important de rappeler aux Français qu'on a une chance absolument inouïe de vivre dans un pays
pays libre, un pays démocratique, et parce que c'est quand même, on est de moins en moins nombreux à la surface du globe à vivre dans un pays de liberté, et c'est quand même un fait, c'est important de rappeler qu'en Chine, qui est quand même une énorme puissance mondiale qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, il y a une population qui est manifestement massacrée, génocidée. C'est important de le rappeler parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de Français qui oublient à quel point on a une chance inouïe de vivre dans notre pays. Allez, c'est passionnant, on avance vite. Le deuxième mot avec vous, Félix Mathieu, évacuation. Israël a lancé une opération à Rafah. Objectif, faire évacuer des dizaines de milliers de familles palestiniennes à l'est de la ville du sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien promet d'y lancer une offensive malgré les condamnations internationales. Il s'agit selon Benjamin Netanyahou de détruire les derniers bataillons du Hamas. Le Croissant Rouge palestinien de son côté dénonce des évacuations, je cite, dans la panique et la terreur. En tout cas, des colonnes de fumée ont été aperçues ces dernières heures au-dessus de Rafah. Et on passe à notre sondage quotidien des élections européennes. Le RN continue à monter. Félix. Oui, plus un demi-point. Désormais 32% pour le RN de Jordan Bardella devant la liste Renaissance de Valérie Ayet qui perd un demi-point à 16% désormais. Le PS de Raphaël Glucksmann perd un demi-point aussi, à 3 points derrière Valérie Ayet à 13% pour ce qui est du PS. Le rolling IFOP fiducial des élections européennes est à retrouver sur sudradio.fr. Il est mis à jour à 17h sur notre site tous les jours. Mon cher, François-Xavier Bellamy, il est un peu plus loin. Vous savez qu'il y a une vingtaine de listes. C'est pour ça que je donne rendez-vous sur sudradio.fr à 17h. Comme il est relégué, il faut qu'on avance. Troisième mot, dictée, un amoureux des livres vient de s'éteindre. Bonsoir à tous. Dans notre courrier, des lettres nous demandant d'inviter ce soir le caporal Truc ou le sergent Machin. Le caporal Truc et le sergent Machin n'ayant pas publié de livre, nous ne pouvons pas les inviter, car, je le répète encore une fois, Apostrophe est une émission qui accueille en priorité des écrivains, des auteurs de livres. Et quand il y a abondance d'auteurs autour d'un thème comme ce soir, eh bien nous choisissons parmi les plus récents. Ce soir, 10e numéro d'Apostrophe, qu'est-ce que l'esprit militaire ? Bernard Pivot, ses lunettes et ses livres qu'il affectionnait, et pas seulement les dicos, ces fameux dicos d'or, son championnat d'orthographe devenu international. Il était évidemment connu du grand public pour Bouillon de culture, et puis Apostrophe de 75 à 90 dont on entend le générique. Bernard Pivot donc qui s'éteint à l'âge de 89 ans. Apostrophe donc. À suivre, il y a un nouveau drame à Marseille, on le sait, il y a un jeune homme de 17 ans qui a été tué ce week-end. Depuis plusieurs mois, la France fait face à une vague de violence chez les jeunes, ouvrant à nouveau le débat sur l'abaissement de la majorité pénale, ce qui nous envoie à notre question du jour, celle qu'on vous pose sur Twitter. N'hésitez pas à nous appeler d'ailleurs, à réagir au 826 300 300 pour réagir à cette question. Suite aux événements à Marseille, à Châteauroux, à Viry-Châtillon, faut-il abaisser la majorité pénale? N'hésitez surtout pas à voter. Oui, nous en parlons dans un instant avec Florence Rouas, avocate pénaliste, spécialiste du droit des mineurs. Bonsoir madame, juste une petite question rapide avant de prendre une respiration. Est-ce que la jeunesse est hors de contrôle selon vous ? Pas du tout. La jeunesse, elle a juste besoin qu'on écoute ses désirs, qu'on lui apporte des réponses, afin que justement elle ne soit pas le terrain propice à des endoctrinements et à des instrumentalisations diverses. Vous nous avez planté le décor, on revient dans un instant, ce sont les vraies voix sur Sud Radio. Les vraies voix de Sud Radio, c'est parti. Alors on va commencer avec notre grand débat du jour, mais peut-être qu'on vous redit un peu les vraies voix qui sont autour de la table. Nous avons Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Jean Dorido. Alors, ouais, c'est une dream team en fait. C'est une très très belle équipe. Je Vraiment, me demande si on ne le dira pas chaque fois. On va le dire à chaque minute, tous les jours. C'est parti pour le grand Les débat. vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Samara à Montpellier, Chamseddine à Viry-Châtillon. Parce que les mineurs aujourd'hui sont protégés par la loi. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut abaisser l'âge de la majorité pénale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ça n'est plus le droit des mineurs, la justice des mineurs comme on l'imaginait en 1948. Sanctionner, c'est aussi revoir la politique pénale et mettre en place des peines courtes, fermes et rapides. La mise en contexte de notre grand débat du jour, vous le savez, il y a eu un nouveau drame à Marseille. Dans la nuit de dimanche, il y a un jeune homme de 17 ans qui a été tué par balle, vraisemblablement le 3e narcomicide de l'année. Rappelons également la mort de Mathis à Châteauroux, où notamment l'élève de 15 ans qui a été tabassé à mort à sa sortie de collège à Viry-Châtillon. Ce qui nous amène à nous poser cette question logique. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut baisser la majorité pénale ? On se pose la question avec vous. Parlons vrai, nos adolescents violentés
violence serait-il impressionné par une plus grande sévérité de la justice? Faut-il adapter la loi pour répondre différemment face à leurs exactions? Des peines fermes, courtes et rapidement applicables? Plus généralement, la question de la majorité pénale trône au cœur de la problématique. 18 ans ou 16 ans, à vous de vous exprimer, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300 et sur le compte X. Et oui, alors justement, sur le compte X, vous votez et vous y allez. Alors vous êtes pour cet abaissement de la majorité pénale à 92% et pas du tout pour à 8%. Donc c'est assez clair, cher Frédéric. Oui. On va enchaîner avec notre invitée Florence Rouas, que je vous représente, chers auditeurs. Vous êtes, Florence Rouas, vous êtes avocate pénaliste et spécialiste du droit des mineurs. Alors, chère madame, merci d'être avec nous encore. Vous savez, le principe, on fait un rapide tour de table. Chaque vraie voix nous donne son point de vue et après l'échange peut être lancé. Philippe Bilger. Je ne discuterai évidemment pas le choix de notre invité, Maître Rouas, spécialisé dans le droit des mineurs, mais je veux dire que j'aurais été prêt à parier sur la réponse qu'elle vous a faite tout à l'heure. En effet, elle considère qu'il n'y a pas véritablement de problème, que le droit des mineurs qui est en cours actuellement ne pose pas de problème et que probablement les multiples agressions délictuelles ou criminelles qui sont commises n'ont pas la gravité qu'on leur donne. Mais deux observations rapidement. D'abord, les mineurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qu'appréhendait l'ordonnance de 1945. Et la seconde observation, c'est que, pour une fois, j'étais d'accord avec ce qu'avait prévu à l'époque Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la création de tribunaux correctionnels entre 16 et 18 ans pour les mineurs. On aurait en effet répondu positivement à la question posée par Sud Radio. Et je pense que ça pourrait être une solution qui serait à la fois répressive, bien sûr, mais humaine. Elisabeth Lévy. Alors moi, je l'avoue, je suis assez choquée que notre invité ait commencé par dire que la solution au problème, c'était de répondre aux désirs des jeunes. Parce que, excusez-moi, ce que je vois, on sent bien le débat qui monte, là. Ce que je vois, moi, apparaître, c'est ce que nous racontent aussi tous les pédopsychiatres et un certain nombre de faits divers. Si vous voulez, je ne crois pas que des jeunes qui tabassent une vieille dame par derrière, c'est parce qu'on n'a pas écouté leurs petits désirs. Je crois au contraire que c'est parce qu'ils n'ont jamais trouvé la limite. Et que le meilleur service qu'on puisse rendre à des jeunes aujourd'hui, c'est effectivement de borner leurs désirs, de leur dire que leurs désirs ne sont pas souverains, tout puissants et absolus, qu'ils doivent avoir effectivement des limites de tous ordres, légales et morales. J'ajoute que le noyage de poissons de ce qui se passe dans la violence des jeunes commence à me taper sur les nerfs, parce qu'une grande part de ce qui se passe vient d'un problème simple, c'est que la cohabitation des cultures, contrairement à ce qu'on essaye de nous raconter, n'est pas une promenade de santé. Vous voyez bien que dans le cas de Chemseddine ou de Rachid à Bordeaux, il y a un conflit anthropologique qui d'ailleurs passe à l'intérieur de l'islam pour le coup. C'est-à-dire une question de mœurs, une question de... Et que ça, la loi, le droit est fait pour des sociétés plus ou moins homogènes. Il n'est pas fait pour régler des conflits anthropologiques aussi abyssaux. Quand quelqu'un pense que il peut tuer parce que on a parlé à sa sœur, si vous voulez, notre droit ne peut rien pour lui, en vrai. Ouais. Et le troisième dans ce tour de table, avant de retrouver notre invité, qu'on entend, qui a envie de répondre. Vous êtes là, on vous oublie pas. Ouais, Jean Dorido. Est-ce qu'il faut borner les désirs, comme dit Elisabeth? Alors, il faut surtout poser le problème correctement. Et le problème, c'est pas le problème de la justice des mineurs. Le problème, c'est le problème de la violence des mineurs. Il y a une violence qui est conséquente. Merci, je m'inscris en faux avec ce que dit Philippe Bilger. Nos mineurs d'aujourd'hui sont exactement les mêmes que les mineurs de 1945 et de cette fameuse ordonnance. Ils ont 2 bras, 2 jambes, 23 paires de chromosomes. Ce sont exactement les mêmes individus. Ils ont des écrans. Et c'est la société autour qui a changé. Et donc, on a un vrai souci de violence de certains mineurs, une violence exacerbée. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réguler, pour endiguer cette violence? Et je crois que l'excellente Florence Rouas l'a très bien dit en préambule. Vous la rassurez, bravo. Il est important de savoir prendre en charge ces mineurs. Ça passe évidemment par établir des limites. Maintenant, si vous voulez, cette espèce de réflexe pavlovien qui a envie de mettre tout le monde en prison, si la prison
prison était une réponse adéquate pour endiguer la criminalité, ça se saurait. La prison est une machine à créer des criminels, ça a même été une machine à créer des djihadistes. On est quand même le pays nous sommes quand même le pays qui a fourni le plus de djihadistes à la Syrie, à l'époque de Daesh. On parle même du Trapistan pour la ville de Trappes. Donc si vous voulez, je crois que la France doit se remettre en question et adresser correctement le problème de la violence des mineurs. Et c'est ma question pour notre invité, Maître Florence Rouas. Quelle piste envisagez-vous pour traiter ce problème de la violence des mineurs? Florence Rouas, je rappelle encore une fois que vous êtes avocate pénaliste et spécialiste du droit des mineurs. Alors oui, voilà, comment endiguer cette violence, Florence? Alors, écoutez, ce que je comprends dans toutes les observations de ce tour de table, c'est qu'il y a la question qui se pose et qui est normale entre les causes et les conséquences. Et qu'il ne faut pas faire de causes, conséquences et remèdes. Voilà, les trois piliers, les trois axes. Les causes, elles sont multiples. C'est vrai que il y a à la fois des problèmes ethniques, des problèmes sociologiques, des problèmes économiques, des problèmes générationnels. Voilà, elles sont multiples et là on n'aurait pas le temps de rentrer dans tout cela, mais moi je rejoins tout à fait ce que dit à la fois Philippe Bilger, ce que dit Elisabeth Lévy, ce que dit Jean Dorido. Je suis d'accord, tout le monde a raison et tout le monde pointe le doigt sur des vraies questions qui existent et que moi je rencontre et que j'ai rencontrées moult fois dans la défense des mineurs, les familles monoparentales, la polygamie, et puis aussi un sentiment de délaissement de certains jeunes, une incompréhension, l'école qui fait pas toujours son job comme elle le faisait à une certaine époque, peut-être aussi des problèmes d'autorité, mais vous savez, l'autorité elle a bon dos. Il y a vraiment une pluralité de sujets et ça, ce sont les causes. Ensuite, les conséquences, on les connaît. C'est vrai que la violence existe. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu le Code de justice pénale des mineurs qui est venu quand même apporter des modifications et des améliorations, quoi qu'on en dise, à l'ordonnance de 45 qui était un petit peu périmée et qui est une espèce d'amalgame de textes qui se superposaient et on ne comprenait plus rien. N'oublions pas, sur le plan légal, a ratifié la Convention de New York des droits de l'enfant de 1989, ce qui explique aussi toute la question d'excuses de minorité et qui, à mon sens, est une bonne chose parce qu'on ne peut pas juger les mineurs, même les mineurs d'aujourd'hui, de la même manière qu'on juge des majeurs, pour de multiples raisons, y compris des raisons qui sont presque évidentes, mais également des raisons d'ordre psychologique. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que en dessous de 16 ans, déjà, en dessous de 13 ans, il y a la présomption de non-discernement. Donc déjà, on considère qu'il n'y a pas la capacité de savoir finalement, en dessous de 13 ans, quand un jeune de moins de 13 ans commet une infraction, il n'a pas la capacité véritable, sauf à démontrer le contraire, qu'il avait connaissance qu'il commettait une infraction, en tout cas des conséquences. Après, on a la tranche qui va de 13 à 16, enfin à 15 en fait, en réalité. Déjà des adolescents. Alors, justement, Florence, on revient vous voir, mais tout de suite, une réaction au 0826 300 300. C'est le principe. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous intervenez sur le compte X pour la petite consultation et au téléphone. François de Nîmes, votre avis, majorité pénale, c'est 18 ans normalement, 16 ans pour vous, bien ou pas bien? Non, moi c'est ni 16 ni 18. En fait, il faut rétablir le service national. Donc il faut rétablir, l'armée doit reprendre les mains là-dessus, rétablir le service national obligatoire. Et pour les jeunes qui décrochent à 16 ans, ils décrochent scolaire, on fait une entité aussi au niveau de l'armée pour qu'ils puissent s'intégrer dans cette section-là. Voilà. Et à l'armée, vous allez filtrer les personnes, vous allez remotiver les jeunes. Écoutez, moi j'ai fait l'armée, je suis assez âgé pour vous dire que l'armée était obligatoire lorsque je devais la faire. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup changé. Mais on la faisait à 19 ans. Là, vous dites carrément à 16 ans quand l'enfant est perdu, c'est ça? Pour les jeunes décrocheurs en scolaire. Je suis d'accord. Après, par contre, l'armée est obligatoire à 18 ans. Tout le monde doit y passer. Alors Florence Rouas, effectivement, on en parle pas mal. On sait qu'il y a le SNU, par exemple, le service national universel. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait remettre carrément le service militaire en place pour que les choses évoluent? Oui, pourquoi pas. Ça peut être une piste, mais bon, encore que moi, je ne pense pas que l'autorité, l'excès d'autorité, de rigueur, soit la réponse à cette violence. Je n'y crois pas du tout. Je pense, ce que je disais tout à l'heure, je vous assure, c'est pas de l'angélisme donné. Quand je dis la jeunesse a besoin qu'on écoute ses désirs et qu'on apporte des réponses. Ça veut dire que, si vous voulez,
les psys, les pédopsychiatres savent très bien que quand des désirs ne sont pas entendus, mais ça peut être chez les mineurs comme chez les majeurs d'ailleurs, ça génère de la frustration et donc ça génère de la violence. C'est valable, voilà, c'est pas que les mineurs qui sont concernés par ce constat, et ça c'est très important parce que ce que je constate moi dans cette jeunesse qui est finalement, qui démontre en fait, qui exprime une forme de mal-être, c'est que en fait ils se sentent un peu abandonnés. Bon. Alors bien sûr, et puis c'est transversal. C'est-à-dire, ne croyez pas du tout que ça concerne. Bien entendu, ça va être un petit peu plus exacerbé dans certains quartiers, dans certaines populations, avec des influences X, Y et Z. Ça c'est clair. Mais je veux dire, ça existe aussi dans des milieux qui sont plus favorisés. Et voilà. Et moi, beaucoup de réactions. Florence Rouas autour de la table. Je le rappelle, vous êtes avocate pénaliste. La première réaction, elle vient de Philippe Bilger. J'aurais aimé répondre aussi bien à Jean Dorizo et son adorable poncif sur la prison que à Maître Rouas, à laquelle je vais me permettre de poser une question rapide. Vous avez évoqué le Code de justice des mineurs de septembre 2021. Est-ce que vous pensez que cette disposition qui fracture la déclaration de culpabilité d'avec la condamnation est une bonne chose? Moi, je pense que c'est une catastrophe. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que je l'ai expérimenté et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le juge des enfants a la possibilité quand le mineur ne pose pas trop de problèmes et que c'est pas quelqu'un qui est déjà ancré dans la délinquance, de faire une audience unique. C'est-à-dire que de faire en sorte que à la fois l'audience de culpabilité et l'audience de jugement soient rendues au même moment. Mais en fait, l'intérêt de cette séparation, c'est que on réduit les délais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre la culpabilité et l'audience de jugement, s'écoule 6 à 9 mois. Alors qu'avant, vous le savez très bien, c'était des audiences devant le juge des enfants, puis après, c'était un parcours beaucoup plus long finalement. Donc on a réduit les délais de jugement. Pendant ce temps-là, il y a des mesures éducatives qui se mettent en place, parce que c'est pas juste on les lâche pas, parce que ce délai entre l'audience de culpabilité et l'audience de jugement s'appelle le temps d'épreuve. Donc on a des mesures judiciaires, des mesures éducatives provisoires qui sont ordonnées par le juge des enfants, du type, je l'explique pour nos auditeurs, l'interdiction de fréquenter telle ou telle personne, l'interdiction d'appeler dans tel lieu, le fait de se livrer à de suivre des soins, y compris des soins psychologiques, le fait de ne pas sortir à partir de respecter un couvre-feu, de justifier aussi d'un cursus scolaire. Donc si vous voulez, cette période-là n'est pas une période pendant laquelle on dit aux jeunes, allez, merci, à la prochaine. On lui demande de remplir des obligations, de respecter des obligations. Elisabeth Lévy, on vous sent bouillir, rapidement. Excusez-moi, mais je sais pas, on est un peu dans le ciel des théories là, parce qu'en fait, vous voyez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Dans plein de cas, quand on les suit un peu, parce que ce sont des affaires médiatiques, un des gamins de Cannes, celui qui filmait, je crois, s'est fait rechoper sur un point de deal un an après. Enfin, vous voyez bien que on n'est absolument pas en état d'éduquer à la place des familles. Enfin, faut arrêter de se raconter des histoires. Vous voyez bien que la situation nous échappe complètement. Et par ailleurs, si vous voulez, je ne sais pas si... il y a aussi une question qui est de protéger la société. Enfin, il y a des gamins qui sèment le bazar dans leur environnement, dans leurs logements sociaux, ils terrorisent leur quartier. Si vous voulez, excusez-moi, mais là, vous êtes complètement... vous êtes complètement dans l'excusisme. Pardonnez-moi, je suis un peu... Dans l'excusisme. Ça s'appelle un néologisme, finalement. Bon, alors, Jean, peut-être depuis assez longtemps, franchement. Mais c'est joli, Le néologisme par nature existe. Grâce à vous. C'est pas moi qui l'ai inventé, tout simplement. C'est pour ça que je vous disais. Jean Dorido, pour terminer, on vous écoute. Non, pour terminer, la culture de l'excuse a fait énormément de mal en France, ça c'est sûr. On se souvient de François Mitterrand sur la dalle des Minguettes à Vaux-en-Velin, c'était il y a 40 ans. Donc c'est vrai que la culture de l'excuse a fait beaucoup de mal. Le clientélisme des politiques locales a fait beaucoup de mal aussi, en termes de trafic de drogue, en termes de la politique des grands frères. On a vraiment encouragé, si vous voulez,
voulez, et accompagner le délitement de la cellule familiale. Et en réalité, si vous voulez, le souci, vous prenez n'importe quel gamin qui sort des rails, c'est la situation, c'est le contexte dans lequel le gamin évolue qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, bien sûr que les familles se sont délitées. La question des familles monoparentales évoquée par Florence Rouas est un vrai sujet. L'école ne peut pas tout faire. Et en réalité, il faut retrouver, non pas mettre des gamins en prison, ça ne réglera rien, il faut retrouver des structures pour notre jeunesse, qui soient des structures enveloppantes, cadrantes, et qui les aident justement à rester sur les bons rails, les rails de la citoyenneté. Merci à vous tous, et on remercie. On serait bien resté des heures sur le sujet. Discuter, ouais. Merci beaucoup Florence Rouas. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste, spécialiste du droit des mineurs. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. Vous avez planté le décor tout de suite, c'était très bien. Comme vous, chers auditeurs aussi. Et puis vous restez avec nous, parce que qu'est-ce qu'il y a après? C'est le jouer. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio, et ben nous aussi on est bien, on est bien avec nos vraies voix, on est bien avec notre auditeur. Alors on commence par les vraies voix quand même, on est avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie, Elisabeth Lévy, pardon. C'est vrai qu'on l'appelle Elisabeth maintenant, bien sûr. Surtout depuis que la mort d'Elisabeth II. Voilà. Tout à fait. Voilà. Directrice de la rédaction de Causeur, donc, et Jean Dorido, qui est docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Puis notre auditeur, Frédéric. Eh oui, puisqu'on joue tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Direction Nîmes, François, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes prêt, François ? Toujours prêt. Bon, je rappelle les règles de ce jeu hautement problématique au niveau de la diplomatie autour de cette table. Alors, donc, chacun défend sa paroisse, mais François, vous êtes le premier à pouvoir répondre. Nous allons, Judith et moi-même, poser une question. Qui c'est qui l'a dit? Vous avez la réponse, vous la donnez. Vous ne l'avez pas, c'est ouvert. Et alors là, les 3 lions se jettent pour répondre et nous comptons les points avec Judith. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, allez-y. C'est parti. La première question du qui c'est qui l'a dit, je vais y arriver à le dire moi aussi. Je m'attendais malheureusement à cette disparition. J'en avais parlé avec Laurent Romejko il y a 3 semaines. J'en avais parlé avec Laurent Romejko il y a 3 semaines. Ah oui. Attention, ça réagit, il vous met de la pression. Alors François. C'est un sportif? Non, Patrice Laffont. Alors, ce n'est pas Laffont, mais vous n'en êtes pas loin. Bertrand Renard. Bertrand Renard, Jean Dorido. Bravo Jean Dorido. Je ne sais même pas qui est Bertrand Renard. L'ancien co-présentateur des chiffres et des lettres, qui a été créé en 1972. L'homme à la moustache, bah oui, ça c'est un jeu que vous avez joué, Judith, à ce jeu. À tous les jours. Vous étiez plus chiffres ou plus lettres? Ça dépend des jours aussi. D'accord, très bien, j'ai compris. Deuxième question, attention, qui c'est qui l'a dit? Celle-là ne vaut qu'un seul point. L'autre valait 3 points, celle-là, un seul point. D'accord. François, qui c'est qui l'a dit? J'ai encore tellement de choses à faire. Macron. Vous avez dit Sarkozy, c'est ça, François? C'est ça. Eh ben non, ce n'est pas Sarkozy. Alors attention, Tom qui répond. Macron. C'est Elisabeth qui l'avait dit en premier. Non mais je suis désolé, vous avez le droit de m'enlever un point, mais il faudrait que j'en ai un pour qu'on puisse me l'enlever. On peut faire moins 1. Attention, on peut faire moins 1. Il y a conscience à tout le monde. Non, il y a un vrai cas de conscience, puisque Elisabeth a dégainé trop rapidement. D'aucuns diraient qu'on n'était pas surpris parce que vous allez toujours très vite. C'est vrai. Mais non, Renard, j'y suis encore. Bon, allez, c'est pour vous le point, Elisabeth. Troisième question. Allez, c'est parti. Une journée comme ça sert à l'épanouissement de l'homme que je suis. Qui a dit ça? François. Je vais pas Hollande. Non, on parlait d'épanouissement. Pas du tout, là. Non, du Brunel, il dit Hollande. Mbappé, Jean Dorido, Mbappé. Mais c'est une journée comme quoi, si on peut être instruit? Et il a fait des enfants. C'est une journée sponsor avec 2000 enfants à Paris. Voilà. Ouais. Et il a rencontré des enfants, parce qu'ils sont assez hors sol, nos champions comme ça, c'est normal. Alors attention, là cette fois-ci c'est question à 3 points. François, écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit? Jean Messia, il parle à notre socle électoral. Qui a dit ça? François, et uniquement François. Là je dirais le président des LR.
Non. Marine Le Pen. Ce n'est pas Marine Le Pen. Ce n'est pas Sarah Knafo, mais on s'en rapproche. C'est Marion Maréchal. Zemmour plus. Non plus. Alors vous donnez François. François, vous dites qui? Bellamy. Non. Pelletier. Non. Vous ne l'avez pas. Marion Maréchal, non. Eh bien, c'était Stanislas Rigaud, le président de Génération Z. On le voit à côté. Voilà. Allez, une petite dernière. Allez, Judith, on y va. Pour se faire plaisir. Allez, pour éviter que Jean ne gagne. Bon, elle n'est pas très drôle celle-là, cela dit. On peut penser que la Chine commet un génocide sur les Ouïghours. Qui a dit ça? François. Là, je dirais, qui c'est qui pourrait défendre les Ouïghours? Il y a pas mal de monde qui peut défendre les Ouïghours. Oui. Je dirais franchement, là, c'est une colle. Allez. Moi, je vais donner les points à Philippe Bilger. Quel culot! Voilà. Quelle honte, Philippe Bilger. On l'a dit en même temps. Gagné à 3 points. Mais mesdames et messieurs, le grand vainqueur de ce jeu est Jean Dorido. Merci les amis. Merci. Et bravo à vous, François. Malgré l'insupportable favoritisme dont Philippe Bilger a bénéficié. Ça n'est plus le cas. Allez, chers auditeurs, vous restez avec nous. Et puis, si vous voulez jouer et puis participer tout simplement au Vraie Voix, vous appelez au 0826 300 300. On vous remercie, cher François. Allez, on fonce aux infos. Allez, à tout de suite. parti. Alors... Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Alors évidemment, il y a la parole qui vous avez la parole, Félix Mathieu qui va arriver bientôt. Mais tout d'abord, là, il y a le coup de gueule, votre coup de gueule, Frédéric. Alors, mon coup de gueule. Oula. À 18h08. Il y a un truc qui vous fait grimper au rideau, je crois. Aïe. Oui, Jean étant là, Jean au rideau, je sais, c'est facile. La jeunesse proteste, c'est dans son ADN. Les étudiants français revendiquent, c'est culturel. Alors pensez donc un rappeur, défenseur des droits des femmes iranien, condamné à mort pour son engagement humaniste. Nos jeunes ne peuvent que descendre dans la rue. Eh bien non, rien. Pourtant des facultés sont évacuées, des grandes écoles bloquées pour la bande de Gaza, ok, mais pas de message de soutien pour Tomaï Salehi, 33 ans, emprisonné depuis 2022 parce qu'il avait participé aux manifestations après la mort de Mahsa Amini. Ce matin sur France 2, Elisabeth Badinter a lancé un SOS qui fait suite à une tribune lancée dans le journal Le Monde la semaine dernière. Un collectif d'artistes demande à Emmanuel Macron d'agir par tous les moyens. Allez, chers étudiants, dites que ça vous révolte, s'il vous plaît. Alors, une petite réaction de nos vraies voix que je vous rappelle, Philippe Bilger, Elisabeth Lavie et Jean Dorido. Alors, Philippe. Alors, moi, il y a 15 jours ou même 3 semaines, j'ai écrit un article sur mon blog, ça c'est pas fondamental, mais j'ai parlé du sort de cet homme qui depuis le début a soutenu la cause des jeunes femmes iraniennes avec un courage inouï et qui a fait 18 mois de prison et qui va être exécuté. Sauf à vous manquer de respect, vous ne faites pas partie des jeunes, Philippe, même si, voilà. Vous avez raison, donc Frédéric. vous réagissez, les jeunes peut-être pas, Elisabeth. Non mais c'est les jeunes, les féministes, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que toutes ces belles âmes qui pétitionnent contre une prétendue dictature ici, si vous voulez, vous connaissez ces histoires, toutes ces belles âmes qui sont toujours prêtes sur les retraites, à faire des grands trémolos et des moulinets. Si vous voulez, on ne les entend pas, que ce soit pour défendre les LGBT, excusez-moi, les homosexuels sont persécutés dans un certain nombre de pays, pas qu'en Iran. Les femmes, on a des féministes aujourd'hui qui trouvent que le grand problème, si vous voulez, des femmes dans le monde, c'est qu'on parle du patrimoine, par exemple. Bon. Je m'arrête parce que là, sinon je vais... On sent bien que ça vous... Après, ça vous énerve. Donc bravo. Jean Dorido. Non, alors, je vous rejoins. Merci Frédéric Brindel pour ce coup de gueule. C'est vrai que c'est vraiment un silence assourdissant et c'est vrai que ces indignations à géométrie variable sont assez fatigantes à la longue. C'est à se demander s'ils ne seraient pas instrumentalisés, ces mouvements étudiants, on se demande finalement s'ils ne sont pas instrumentalisés vous allez chercher un truc pareil.
pareil. C'était donc du 2e degré. Sans clochette. Comme quoi, la richesse de la langue existe encore dans les vraies voix de Sud Radio. Alors, juste avant de retrouver Félix Mathieu pour Vous avez la parole, on se fait un petit kiff quand même. Permettez-moi cette expression. C'est jeune, d'ailleurs. Voilà, ouais. C'est jeune. Et puis, on va écouter une chanson de Pierre Perret sur notre cher Bernard Pivot, en hommage. J'ai eu envie de faire en m'amusant une petite chanson à propos d'un monsieur qui vient souvent dans notre maison. Il ne s'agit pas du facteur, du plombier, d'un représentant casse-pied. Il rend intelligent même les plus sots, c'est Bernard Pivot. Un homme illustre. Vous la connaissiez cette chanson, elle est chouette, hein. Et puis à chaque fois il dit c'est Bernard Pivot. Voilà. Et alors on peut l'entendre encore un petit peu, Bernard Pivot? Bonsoir à tous. Dans notre courrier, des lettres nous demandant d'inviter ce soir le caporal Truc ou le sergent Machin. Le caporal Truc et le sergent Machin n'ayant pas publié de livre, nous ne pouvons pas les inviter. Car, je le répète encore une fois, Apostrophe est une émission qui accueille en priorité des écrivains, des auteurs de livres. Et quand il y a abondance d'auteurs autour d'un thème comme ce soir, eh bien nous choisissons parmi les plus récents. Ce soir, 10e numéro d'Apostrophe, qu'est-ce que l'esprit militaire? Et c'était un grand monsieur. Il nous a quittés aujourd'hui, 89 ans. Bernard Pivot. Allez, on passe à Vous avez la parole avec Félix Mathieu. Et le gouvernement. Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, allez-y. Le gouvernement il va vite, le Félix. Le gouvernement qui lançait aujourd'hui des assises de lutte contre l'antisémitisme avec l'objectif de provoquer un sursaut collectif. 1676 actes antisémites recensés en France l'année dernière, en 2023. C'est quasiment 4 fois plus que l'année précédente, 2022. La ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, avait donc réuni ce matin autour d'elle plusieurs associations, parmi lesquelles la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Alors nous sommes en ligne avec son président. Bonsoir Mario Stasi. Bonsoir monsieur. Et merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que vous en attendiez quelque chose de ce rendez-vous de ce matin et donc est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a pu en ressortir? Vous avez notamment commencé en regardant des témoignages de victimes. D'abord, j'en attends plus qu'un sursaut collectif. Et j'en attends plus qu'une simple réunion, confrontation d'idées et échange. J'attends de cette réunion, et j'ai bon espoir, c'est dans ma nature, qu'elle soit le point de départ, un démarrage d'une période de 2 mois, au terme de laquelle, d'ailleurs, je crois qu'il y aura un texte qui sera soumis aux politiques de notre pays. Mais je souhaite que nous passions très très vite des paroles aux actes. Et comme je l'ai dit lors de ma prise de parole, il faut absolument s'attaquer à l'éducation, s'attaquer aux sanctions, avoir un engagement politique dans le cadre d'un plan pluriannuel, en mettant les moyens financiers, un engagement politique, en intervenant dans les lycées, collèges, universités, bien plus qu'on ne le fait, en mettant les moyens financiers qu'il faut. Et si ce n'est qu'un sursaut collectif ou qu'une simple déclaration, ce que ce n'était pas ce matin, ça me paraît être un bon démarrage. Mais moi, je ne crois que ce que je vois, j'attends et je ferai tout pour que quelque chose de concret soit l'achèvement de ce premier pas, mais il ne faut pas en rester là. Des paroles aux actes, s'il vous plaît. Allez, des réactions rapides, Les Vraies Voix. Comment expliquez-vous, mon cher Mario, que la barbarie du 7 octobre, loin d'avoir diminué les paroles et les actes antisémites, les ont amplifiés? Par l'ignorance et par la manipulation et un antisémitisme qui existait et qui a été, au fur et à mesure, et bien un peu avant le 7 octobre d'ailleurs, débridé. Ignorance. Ceux qui brandissent la cause palestinienne au fond de Hamas et la Palestine. Manipulation. Les activistes minoritaires, qui sont certes minoritaires, mais ceux qu'on entend le plus et ceux qui agissent le plus et de façon toxique, se sont emparés de ce drame, de ce pogrom, sans nommer d'ailleurs le Hamas comme entreprise terroriste. Je vous interromps parce qu'on a peu de temps. Pardon, Mario Stasi. Alors très court, Elisabeth Lévy. Je vous interromps juste parce qu'on a très peu de temps. C'est Elisabeth Lévy, bonjour. Manipulation politique. Pardonnez-moi. En fait, j'ai le sentiment que même quand on parle d'éducation, etc., on a beaucoup de mal à sortir de l'incantation morale et que l'incantation morale ne sert à rien. Donc je suis un peu la morale ne sert à rien, dubitative. La morale ne sert à rien, mais enfin, pour combattre l'ignorance, je ne connais peu de moyens autres que d'éduquer, beaucoup plus qu'on ne le fait.
Et actuellement, quand on voit le nombre d'écoliers ou de lycéens ou de collégiens qui ont en face des formateurs ou des éducateurs qui viennent leur expliquer ce qu'est un génocide, ce qu'est le négationnisme, ce que sont le racisme ou l'antisémitisme, c'est un terreau bénéfique à tous ceux qui voient là une chair à canon pour comment vais-je dire, y voir un ferment électoral et essayer de mettre le chaos dans notre société. Voilà, l'ignorance, la manipulation et une parole débridée, les réseaux sociaux, des sanctions qui n'arrivent pas assez vite et qui ne sont pas assez sévères. Nous avons toujours un temps de retard par rapport aux antisémites et à ceux qui veulent provoquer le chaos dans notre société. Merci Mario Stasi, président de la LICRA. Merci Félix Mathieu. Merci à tous les deux. Le tour de table de l'actu des vraies voix, ça va pas tarder. Si vous voulez réagir à ce qui se dit sur cette antenne, c'est 0826 300 300. Et puis n'oubliez pas aussi le coup de projecteur des vraies voix juste après. Vous pouvez voter sur Twitter et évidemment nous appeler également. Comme le dit Marine Le Pen, est-ce que vous pensez que l'Ukraine n'a pas sa place ni dans l'OTAN ni dans l'UE? Oui, non ou pas totalement. N'hésitez pas à voter, à nous appeler. On revient tout de suite. À tout de suite. Éric Brindel, Judith Belair. Voilà. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Ça débat hors antenne et ça débat à l'antenne. Voilà, c'est toujours chaud chez nous sur Sud Radio et on aime ça. Voilà. Alors on vous rappelle quand même qu'on est avec Philippe Bilger, qui est président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Cher Frédéric. Allez, tour de table, c'est parti. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Allez, ils sont prêts à dégainer nos 3 vraies voix. Nous commençons par Philippe Bilger. Philippe, un détenu sur 4 affirme fumer quotidiennement du cannabis. C'est une enquête très sérieuse. Alors, il y a une utilisation, un usage des substances psychoactives, en plus du cannabis, qui est considérable en prison, à la suite d'une étude assez sérieuse, non pas des statistiques qui sont une autre forme du mensonge, comme disait un homme politique célèbre, mais là, en l'occurrence, vous l'avez rappelé, Frédéric, un détenu sur 4 use de cannabis. Alors, il ne s'agit pas d'engager un débat sur la nocivité du cannabis, mais de toute manière en prison, on aurait pu espérer, c'est le contraire qui se produit, que ces détenus qui ne sont pas naturellement équilibrés n'aggravent pas leur déséquilibre avec la prise de substances et des règles qui en réalité ne devraient pas exister en prison. Je suis frappé de voir à quel point les prisons aujourd'hui permettent des libérations de comportements et d'attitudes qui sont complètement contradictoires avec une réinsertion à accomplir. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. D'accord, évidemment, Elisabeth Lévy. Enfin, je dis évidemment. Moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il y a tout simplement une gestion un peu, comment dire, sécuritaire de ce qui se passe dans les prisons, et qu'on se dit qu'on achète un peu la paix sociale en les laissant fumer, parce que le cannabis, sauf erreur de ma part, je passe sous le contrôle des psychologues. Oui, parce que vous n'avez jamais essayé, donc vous ne pouvez pas mais savoir. Mais c'était pas le même, je pense. C'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus fort. C'était pas le même. Non, mais moi... Tandis que moi, jamais. Je vais vous dire jamais. Je vais vous en féliciter. Mais j'aurais surtout dû vous dire que ça vous regardait pas. Cela dit, ce que je pense, c'est que c'est une drogue qui visiblement abrutit un peu, plutôt que c'est pas. Vous avez des drogues qui excitent aujourd'hui et des drogues qui abrutissent un peu. On est d'accord. Ça finit toujours par abrutir. Ça, au bout d'un moment, quand même. Oui, mais par exemple, vous avez des drogues de synthèse aujourd'hui qui sont plutôt des gros excitants. Bref, j'ai l'impression qu'on laisse faire aussi, si vous voulez, parce que ça permet de maintenir un peu de calme dans les prisons. Et j'attends que le psychologue me dise si j'ai bien ou pas. Alors vous, le psychologue. Il me semble que Elisabeth fait une bonne analyse. C'est vrai, ça doit sans doute être un moyen d'obtenir la paix. Maintenant, merci à Philippe Bilger de rappeler à quel point les prisons ne règlent absolument aucun problème. C'est-à-dire que même sur la toxicomanie, ça marche pas. On a des personnes qui consomment des substances
prohibé. Donc c'est vraiment. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Il faut des prisons, bien sûr. Maintenant, il faudrait faire en sorte que la prison ait une vraie vertu, précisément, d'insertion. Philippe Bilger vient de le dire. Or, ça ne marche pas. Il y a des personnels à former, des moyens à mettre, des éducateurs pour que la prison soit un trait d'union entre la société, justement, et la criminalité. Or, aujourd'hui, c'est une machine à reproduire les problèmes, finalement. Alors maintenant, les gars pourront dire, mon premier pétard, c'était en prison. Voilà. Nous, à l'époque, c'était alors ta première cigarette. C'est pas leur premier qui fume dans prison, arrêtez. À l'époque, nous, on disait notre première cigarette, c'était quand ? C'était pendant le service militaire. C'est vrai, il faut se poser la question. 18 ans, première clope, ça va ? Non, jamais de clope non plus. Première cigarette. Et pour répondre à Jean qui parlait de la prison et école du crime, ils font beaucoup de brouillons avant. Évidemment, bien sûr. Bon, allez, on passe au deuxième tour de table. Un tour de table chaud aussi d'Elisabeth Lévy. Attention, la polémique. Vous voulez revenir là-dessus, Elisabeth, autour du chroniqueur et humoriste Guillaume Meurice. Juste, pardon, parce que je suis un peu perdue. Est-ce qu'il faut qu'on en fasse 2 dans les 3 minutes qui nous restent ? Non. Parce que sinon, sinon, je vous fais la version. On vous l'aurait dit. Non, je m'adapte, sinon je vous fais la version. On vous l'aurait dit. Allez-y, Elisabeth. Très bien. Moi, je suis assez frappée, si vous voulez. Alors, je précise que je n'aime pas du tout l'humour. C'est pas que j'aime pas l'humour de Guillaume Meurice, en fait. Ce qui m'énerve, si vous voulez, c'est que c'est très facile. Il tape toujours sur les mêmes cibles qui sont supposées être les ploucs, les méchants, les fachos, les réacs. Et c'est l'entre-soi. Et on rigole jamais des vaches sacrées de la société. Moi, ça m'amuserait de l'entendre rire des féministes, des militants trans, de tout, si vous voulez, ces progressistes qui pullulent. C'est pas ce qu'ils font. Néanmoins, il y a une chose qui me fait horreur, c'est la police de l'humour et la police du bon goût. Et, si vous voulez, que le pluralisme, tout ça est parfaitement vrai. Et je n'aime pas les blagues où on nazifie les juifs. Je trouve ça d'extrêmement mauvais goût. Oui, on peut rappeler ce qu'il a dit. Il avait parlé dans une blague. Il a pas dit ça dans un discours à l'ONU. Il a dit ça dans une blague. Il a dit que Netanyahou était un nazi sans prépuce. Les gens ont été choqués par sans prépuce, alors que moi, je trouve ça m'a pas choqué, je dois l'avouer. Nazi, j'aime pas ça. Mais néanmoins, je passe mon temps moi-même à dire à mes compatriotes musulmans qu'en tant qu'adultes vivant dans un pays laïque, ils doivent accepter des blagues sur le prophète, sur ceci, sur cela, qui les révulsent. Je déteste qu'on fasse la police des blagues. Et je le dis, je suis révoltée, si vous voulez, et surtout très inquiète, parce que bien entendu, je me fiche comme du tir et du quart. Si vous voulez, c'est pas GOQ, c'est pas mes potes, ils me manqueront pas. Mais bien entendu, si on ne se mobilise pas pour ces gens-là, le jour où ils viendront vous chercher, mon cher Frédéric, les policiers de la pensée, oui, bien sûr. Il y aura personne. Donc, si vous voulez, il faut défendre le droit au mauvais goût, à l'humour serait-ce le plus trash. Voilà. Je suis pas d'accord, ma chère Elisabeth, parce que d'abord, il faudrait, pour qu'il n'y ait pas une police de la pensée et de la blague, il faudrait qu'il y ait une blague. Or, un terme de cette nature n'a rigoureusement rien de drôle. Je sais que c'est subjectif, moi ça ne m'amuse pas, c'est une dénonciation politique. Le Meurice récidive, et en plus il y a l'espèce de dommage collectif qui est rendu hier soir en totale dérision par rapport à la patronne de France Inter. Oui, d'autres comiques ont réutilisé cette blague. Un peu de courage. Non, je trouve que c'est lamentable. Alors Jean Dorido. Non, mais écoutez, c'est une situation intéressante que celle de Guillaume Meurice. Il avait écrit un livre très bon, je trouve, qui s'appelle « Le roi n'avait pas ri », qui raconte l'histoire vraie du bouffon du roi François Ier, qui pouvait absolument tout dire à la cour du roi. Ça passait parce que c'était le bouffon, c'était son rôle. Et un jour, le roi n'a pas ri à sa blague. Et du coup, l'a condamné à mort. Et le privilège qu'il lui a donné à ce bouffon, il lui a dit, quand même, comme je t'aime bien, tu as le droit de choisir ta façon de mourir. Et il lui avait répondu, sire, j'aimerais mourir de vieillesse. Et du coup, c'était joli aussi de rire. Il a été banni. Et de vieillesse, touchant, d'un point de vue un peu karmique, Guillaume Meurice expérimente dans sa vie. Je suis très inquiète, et là, je sais que c'est un désaccord que j'ai avec Philippe, qui pourtant est plutôt un défenseur de la liberté. On se connaît depuis longtemps, et on est d'accord sur les lois mémoriales et tout. Mais moi, je suis quand même très inquiète de l'absence d'esprit voltairien, parce que je déteste leurs idées.
Mais je n'aime pas leurs idées, je n'aime pas ces idées. Vous avez raison, sous couvert d'humour, ils développent une sorte d'idéologie. Mais je suis vraiment terrifiée à l'idée de vivre dans un monde où il va devenir impossible d'exprimer des opinions discordantes et des opinions qui me choquent moi. Je demande aux autres d'accepter d'être choqués. Eh bien, nous devons tous l'être. Jean Dorido, juste de quoi va-t-on parler dans un instant, puisque c'est avec vous qu'on continue. Je vais vous parler des courses cyclistes. Mais c'est un cadeau pour moi, ça. Il est content, Jean Dorido. Judith Belair. Sud Radio, c'est votre radio et vous savez que vous pouvez participer, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous avez gratuit, envie. Voilà, c'est un numéro gratuit, c'est important de le dire. Si vous avez envie de participer, alors la suite du tour de l'actu des vraies voix, c'est tout de suite. Mais juste avant, je vous rappelle quand même que nous avons un débat qui arrive, le coup de projecteur des vraies voix, et nous vous posons une question sur Twitter. Comme le dit Marine Le Pen, pensez-vous que l'Ukraine n'a pas sa place ni dans l'OTAN ni dans l'UE? Alors vous nous répondez oui à 90%, non à 9% et pas totalement à 1%, c'est assez clair, chers auditeurs. Voilà, on est parti avec vous, Jean Dorido. Allez, c'est parti, le tour de table qui se poursuit. Les vraies voix Sud Radio. Alors Jean a décidé de nous parler du cyclisme. Alors oui, attention parce qu'il se passe des choses. On a peut-être le nouvel Eddy Merckx, Tadej Pogačar, le Slovène en ce moment sur le Tour d'Italie. Exactement, chers amis. Il a le Tour d'Italie, le Giro a commencé samedi. Ça part pour 3 semaines. C'est une vraie belle course par étapes, à l'instar du Tour de France. Et Tadej Pogačar qui sort quand même de 2 années consécutives sur lesquelles il s'est fait damer le pion sur le Tour de France par Vingegaard. Et bien là, il a fait un départ en fanfare. Il a déjà le maillot rose, c'est l'équivalent du maillot jaune, sur le Tour d'Italie. Et à part Geraint Thomas, qui a quand même gagné le Tour de France en 2018, on ne voit pas tellement qui pourrait contester sa suprématie. Et donc, ça laisse augurer d'un très très beau Tour de France au mois de juillet. Donc, on a hâte. Puisque vous êtes incollable, le leader du Tour d'Espagne, il a quel maillot, quelle couleur? Le leader de la Vuelta, non, violet, rouge, maillot rouge. J'aurais pu répondre, moi. Rojo. Bon, je peux faire Sud Radio. Allez-y, faites une blague, Elisabeth Lévy. On dirait pas du tout que vous avez commencé le cyclisme avant-hier pour faire plaisir à votre fils. Voilà, on le saura. Je le confesse. Je suis assez fasciné, vous faites très pro, bravo là. Alors là, merci les amis. Non, mais c'est intéressant. Je sais que Philippe Bilger est très oui, connaisseur. mais je suis de moins près le cyclisme comme Jean, mais Pogačar, je trouve que l'univers des champions du cyclisme, c'est un peu réduit. Je veux dire par là que il y a Pogačar, alors Vingegaard, et puis les fabuleux Belges là. Alors Van der Poel, le néerlandais, et Van Aert, le petit-fils de Poulidor, c'est ça, Mathieu Van der Poel, oui. Et qui est fabuleux, lui. Ils sont quand même quelques-uns à être vraiment très très bons et pour le coup, il y a vraiment une belle diversité de coureurs avec des coureurs complets, des baroudeurs, des sprinteurs. Non, franchement, on a une belle saison là. Et n'êtes-vous pas surpris des records battus de vitesse au fur et à mesure? Ils vont très vite. Ils vont très vite. Et ça, juste par la force de leur muscle. On est d'accord. Voilà, nous y sommes. Je peux poser une question débile. Donc Poulidor s'appelait pas Poulidor en fait. Non, mais c'est parce qu'elle a épousé c'est sa fille qui a épousé la fille de Raymond Poulidor a épousé. Il y avait Van der Poel, Poulidor. Et tenez-vous bien, c'est-à-dire il y a Poulidor, mais le papa, donc Adrie Van der Poel, a gagné plusieurs fois la plus grande classique, le Tour des Flandres. Donc c'est une famille élevée. Oui, alors effectivement, on va toujours de plus en plus vite. Yves Dop alors, c'est la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Dorido? Alors, je pense pour le coup que le cyclisme est aujourd'hui l'un des sports les plus surveillés et du coup je trouve ça rend assez amer parce que ils ont fait des efforts énormes pour rendre ce sport vraiment propre. On n'entend jamais parler d'affaires de dopage dans d'autres sports où il y a forcément des problématiques comme partout. Et non, je pense que le matériel s'améliore, les techniques d'entraînement s'améliorent et c'est ça qui explique avant tout l'augmentation des performances. Non, mais on n'entend jamais en parler parce que je pense que dans aucun autre sport, là sérieusement, là je parle
parle comme quelqu'un qui a vu. Dans aucun autre sport, on ne demande un tel effort physique. Il y a très peu de sports qui demandent. Et si vous voulez, et moi j'ai beaucoup de mal à croire que des êtres humains, même très entraînés, puissent faire ça comme ça. Parce que quand on voit, là pour le coup, et c'est d'ailleurs ce que les gens aiment dans le cyclisme, c'est qu'on voit des gens qui souffrent. Mais Frédéric a fait le Tourmalet. Oui. C'est vrai. Mais vous avez remarqué que je suis très silencieuse ou pas ? Je le crois, mais ça paraît quand même, tous les jours. Enfin, si vous voulez, quand vous les voyez là, moi je suis quand même. C'est-à-dire qu'il y a un effort d'endurance qui peut se faire. Simplement... Moi, quand j'ai fait 30 bornes dans la Drôme, je peux vous dire, déjà, j'ai l'impression d'avoir. C'est normal, Elisabeth, mais si par exemple on roule ensemble, vous allez me dire je suis dopé alors que je ne le suis pas. Ouais. Mais c'est une question d'entraînement. En revanche, battre les records de vitesse, effectivement, Philippe Bilger, ça laisse un petit peu sur. Oui, ils atteignent des vitesses phénoménales, des 47 à l'heure, enfin sur une étape, des choses. L'argument de Jean est en même temps valable. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Brindel, vous qui êtes un spécialiste, que vous pensez qu'il y a encore des problématiques de dopage dans le cyclisme? Alors je vais vous dire, l'argument aujourd'hui, il est annoncé, les meilleures méthodes d'entraînement ont été mises en place et le matériel a beaucoup progressé. Mais c'était exactement les mêmes arguments qui étaient avancés pendant la période Armstrong, dont on sait qu'elle a été ponctuée. L'argument de Jean, c'était quand même les contrôles. Voilà, il y a quelques produits aujourd'hui qui existent et qui méritent que l'Agence mondiale pour l'antidopage s'y intéresse. Pour l'instant, on les connaît, ce n'est pas encore sanctionné et c'est peut-être là qu'est l'os. Oui. Eh bien, avant l'os, la pub. Voilà. Ouais, dans un instant, un autre oui, bien sûr. C'était juste un peu la petite blague d'avant. Non, mais c'était très drôle. On a le projecteur des vraies voix dans un instant. On vous rappelle notre question. Comme le dit Marine Le Pen, pensez-vous que l'Ukraine, n'a pas sa place ni dans l'OTAN ni dans l'UE? Oui, non ou pas totalement. Vous votez sur Twitter. Vous réagissez au 0826 300 300. On est là, on vous attend. Et le coup de projecteur des vraies voix, c'est tout de suite. On est toujours avec nos vraies voix que vous connaissez. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Jean Dorido. Alors, une petite mise en contexte pour vous. Elle l'a redit ce matin sur BFM et ce n'était pas la première fois. Marine Le Pen pense que l'Ukraine n'a pas sa place ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Rappelons que la même Madame Le Pen reprochait en mars au chef de l'État et au Premier ministre d'avoir détourné, exploité et instrumentalisé ce conflit. Alors, et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez de l'Ukraine ? Est-ce que vous pensez que l'Ukraine elle a sa place dans l'Union européenne et dans l'OTAN ? Oui, non ou pas totalement. Vous n'hésitez pas à voter sur Twitter et à nous appeler au 0826 300 300. De mémoire, on était à 90% pour que l'Ukraine ne soit pas effectivement dans l'Union européenne, Frédéric. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Allez, parlons vrai. Marine Le Pen part-elle en croisade contre l'Ukraine ou privilégie-t-elle les intérêts de la France quitte à sacrifier l'avenir de l'Ukraine? Pour vous, l'Ukraine doit-elle devenir membre de l'OTAN ou pour rapprocher encore un peu plus les forces occidentales de la frontière russe? L'Ukraine peut-elle intégrer l'Union européenne avec les obligations que cela comporte et les conséquences que cela aurait sur l'équilibre mondial? OTAN et ou Union européenne ou rien du tout? Donnez-nous votre position. Écoutons ce matin Marine Le Pen sur BFM TV. Nous avons en revanche posé des lignes rouges et nous le faisons dans l'intérêt de la France. Nous ne souhaitons pas que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Nous ne souhaitons pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN et nous ne souhaitons pas partager notre dissuasion nucléaire au niveau européen et envoyer des troupes dans une guerre qui, pour l'instant, je suis désolé de le rappeler, n'est effectivement pas celle de la France. Alors pour réagir à ces propos de Madame Le Pen, on reçoit Patrick Martin-Genier qui est professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Bonjour Patrick Martin-Genier. Bonjour. Bonjour. Alors Patrick, vous connaissez le principe, un petit tour de table. Chacune des trois vraies voix va vous interpeller. Vous répondez après. Tout de suite, Philippe Bilger. Je me demande d'abord, sans être le spécialiste que nous entendrons dans très peu de temps, si Marine Le Pen ne traduit pas déjà une forme de lassitude à l'égard de la cause de l'Ukraine, comme beaucoup de Français peut-être l'éprouvent à tort ou à raison. Deuxième élément, est-ce
est-ce qu'elle défend véritablement l'intérêt national en refusant cette intégration de l'Ukraine, ou bien est-ce qu'elle a dans l'esprit, ce qui ne serait pas méprisable en soi, la possibilité d'un compromis, d'une négociation avec Poutine lorsque celui-ci acceptera de s'asseoir autour d'une table de négociation? Il faudra bien lui proposer quelque chose de nature à apaiser sa volonté d'impérialisme. Alors, sur le reste, elle semble tout de même adopter une attitude qui n'est pas scandaleuse, me semble-t-il, sur le plan de l'Ukraine, mais est-ce qu'elle est de nature à calmer Poutine? J'en doute. Elisabeth. Bon, j'avoue que d'abord, on essaye de pas être péremptoire sur un sujet qui est quand même assez grave. Moi, je suis assez gêné par l'affirmation de cette position de Marine Le Pen, parce que derrière la question de l'OTAN et de l'Union européenne, la question qui est posée, c'est est-ce que l'Ukraine a le droit de s'amarrer au camp occidental? Et les Ukrainiens ont dit à moult reprises qu'ils le voulaient. Alors, les principes, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne suffit pas pour régir les questions internationales, mais même si nos intérêts vitaux de Français ne sont pas engagés, on ne peut pas dire que on se désintéresse, parce que la réalité, c'est que tout repose sur un pari, c'est que ferait Poutine en cas de victoire russe, si vous voulez. Est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce qu'il s'arrête pas là? Moi, j'ai personnellement pas envie de prendre le risque. Et pour aller, dernièrement, la chose qui me paraît, en tous les cas, sur cette question la plus importante, c'est que si un jour il y a un accord entre les Russes et les Ukrainiens, ce que nous souhaitons tous, les Ukrainiens ne peuvent pas, et on les comprend, se contenter de la parole russe. Les Ukrainiens vont demander une garantie qui peut venir en partie d'Amérique, en partie d'Europe. Il y a pas d'autre, c'est pas, si vous voulez, il y a pas d'autre instance qui va le faire. Alors, est-ce que ça doit être, si vous voulez, sous la forme je ne sais pas sous quelle forme c'est, mais ce qui est sûr, c'est que à un moment, si vous voulez, de toute façon, il n'est pas question qu'elle entre dans l'OTAN maintenant, puisqu'elle n'a pas de frontières reconnues sur lesquelles tout le monde s'entend. On ne va pas faire entrer dans un traité où on dit que dès qu'une frontière est violée, on est tous en guerre, si vous voulez, quelqu'un dont on ne connaît pas les frontières. Mais écarter la chose d'emblée me paraît être absurde. L'idée, c'est d'attendre la fin du conflit. Je ne crois pas qu'on puisse, je le dis à nos auditeurs, parce qu'ils sont assez constants là-dessus, je ne crois pas qu'on puisse dire tout ça ne nous concerne pas. Je ne fais pas de morale en l'occurrence, je parle rapport de force, intérêt, stratégie. Stratégie donc, Jean Dorido, est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus? Oui, rebondissons avec joie, puisque vraiment ce qui compte à mes yeux, c'est l'intérêt supérieur de la France et des Français, et je rejoins Elisabeth Lévy là-dessus. C'est un fait que moi j'ai grandi en période de guerre froide. Il y avait l'URSS à l'époque, avec les chars quand même qui étaient braqués en direction de l'Europe libre. Et alors bien sûr l'URSS n'existe plus. Je suis pas sûr qu'il y ait eu de changement profond dans la société russe. En réalité, Vladimir Poutine, c'est un ancien du KGB, et c'est vrai que c'est très anxiogène quand même cette situation de l'Ukraine. Si demain Trump repasse aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Et effectivement, quand bien même il y aurait une situation d'accord entre les Ukrainiens et les Russes, comment est-ce qu'on assure la sécurité supérieure de la France? Je suis pas du tout va-t-en-guerre, loin s'en faut. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment la question que j'ai envie de poser à notre invité. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la sécurité de la France et des Français? Il est là. J'aurais la faiblesse de dire qu'il n'y a pas meilleur spécialiste que lui pour vous répondre, cher Vraie Voix, et vous, les auditeurs de Sud Radio. Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Patrick Martin-Genier, c'est censé d'imaginer qu'à terme, l'Ukraine soit membre de l'OTAN et membre de l'Union européenne? Écoutez, ce sont des priorités politiques qui ont été fixées. Moi, je suis persuadé qu'il est tout à fait pertinent que l'Ukraine rejoigne l'OTAN et également l'Union européenne. Mais attention, ça ne peut pas se faire maintenant. Ça ne peut pas se faire politiquement, ni même juridiquement maintenant, pour la simple raison qu'un pays ne peut rejoindre l'OTAN que lorsqu'il est en paix. Or, l'Ukraine est en guerre. Il ne peut pas rejoindre l'OTAN parce que c'est un pays qui est divisé sur le plan territorial. C'est un pays qui n'a pas toute sa souveraineté. Donc, il ne peut
peut pas en l'état rejoindre l'OTAN, même si c'est l'objectif de Volodymyr Zelensky, indépendamment de ce que pense Vladimir Poutine. Et enfin, s'agissant de l'Union européenne, vous savez que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a lancé le processus d'adhésion, et donc l'Ukraine est devenue officiellement un pays candidat à l'Union européenne, ce qui ne veut pas dire que ce pays va rentrer tout de suite dans l'Union européenne. En effet, il y a des obstacles très très importants. Si ce pays devait rentrer tout de suite dans l'Union européenne, il n'en remplit pas tous les critères, notamment sur la gouvernance. On sait que c'est un pays qui est corrompu, même si Zelensky tente de lutter contre la corruption. Ce serait un pays qui absorberait un tiers au moins de la des budgets de la politique agricole commune de l'Union européenne. Nous n'en avons pas les moyens pour l'instant. Il faudrait restructurer et réalimenter sur le plan budgétaire la politique agricole commune. Enfin, c'est un pays qui n'est pas en situation de pouvoir entrer dans une économie de marché comme les pays de l'Union européenne. Donc, il s'agit d'un faux débat. Parce que ça prendra un minimum 10 ans. Non, mais ça prendra un minimum. Merci Patrick, donc on arrête le débat. Philippe Bijard. Non, mais vous avez quand même des questions. Ouais, Philippe Bijard, est-ce que c'est un faux débat? C'est-à-dire, nous entendons notre invité, qui est un spécialiste, dire qu'il faut que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et en même temps, oui, et en même temps, évidemment, il donne avec beaucoup d'honnêteté des arguments qui pourrait faire douter de cette conviction initiale. Mais ma question, au fond, comment articuler cette envie d'intégration de l'Ukraine avec le souci de comment dirais-je, de permettre un compromis avec la Russie le jour où Poutine sera prêt à l'accepter? Patrick Martin-Genier. Écoutez, Poutine ne sera jamais prêt à accepter un compromis. Il veut la disparition de l'Ukraine, il veut que le gouvernement Zelensky tombe, il va continuer sa politique de terreur, il n'a absolument pas l'intention de négocier quoi que ce soit, et on sait que Vladimir Poutine s'inscrit dans la durée. C'est une guerre qui risque de durer toute l'année 2024, voire en 2025. Si un jour il doit y avoir un compromis, seul le président ukrainien pourra décider de ce compromis, et peut-être y a-t-il une piste avec la conférence internationale qui se réunit le mois prochain en Suisse, puisque on sait que Volodymyr Zelensky a appelé par exemple le président chinois qui est à Paris en ce moment pour une éventuelle médiation avec l'appui de l'Allemagne. Il se pourrait qu'il y ait des négociations en coulisses, mais Volodymyr Zelensky rencontre également des difficultés sur le plan politique intérieur parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Il a deux problèmes, Zelensky. Le premier, c'est une mobilisation qu'il n'arrive pas à faire pour le recrutement sur le front, et d'autre part, il a des oppositions au sein de la population dont certains, des jeunes notamment, ne veulent pas aller se battre sur le front et carrément disent qu'ils ne veulent pas mourir pour leur pays. Donc c'est ça aujourd'hui la difficulté, et peut-être sera-t-il contraint un jour de négocier. Ça réagit au 0826 300 300, Judith. Oui, vous nous appelez, vous n'hésitez pas. Donc on reçoit Guillaume qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour les vraies voix, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, réaction Guillaume. Pardon ? Réaction, allez-y. Action. Alors, je vais pas surprendre grand monde, en tout cas de ceux qui me connaissent. J'essaye d'intervenir au plus souvent auprès de vous. J'adore cette émission. Et ben, je dois dire que pour une fois, je suis d'accord avec Marine Le Pen. Et voilà. Et malheureusement, contre la doxa. Je pense que l'Ukraine n'a absolument ni sa place ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Ça serait d'ailleurs même vraiment ça serait dangereux même d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN tant que le conflit n'est pas réglé. On sait très bien ce qui se passe quand un pays de l'OTAN est attaqué. Et tout le monde s'y met, donc on est à proche de la guerre mondiale. Je pense que l'Ukraine, malheureusement, fait partie des pays dont on se sert, notamment les États-Unis, pour faire une guerre indirecte à la Russie. Et donc ce n'est pas la nôtre. Merci pour votre point de vue, Guillaume de Carcassonne sur Sud Radio. Alors, il y a deux réactions de nos vraies voix. On commence par la dame, Elisabeth Lévy. Oh non, je constate juste que la doxa n'est pas très... la doxa est inversée parmi les auditeurs de Sud Radio, puisque 95 ou 98% sont d'accord avec vous. Et moi, je voulais reposer une question, mais comme Jean voulait peut-être réagir... Oui, c'est une question, en fait, une question sincère à notre auditeur Guillaume, que j'entends très clair à dire, pour
moi, l'Ukraine n'a pas sa place dans l'OTAN, et je me demande bien ce qui vous fait dire ça, Guillaume. Ça m'intéresse vraiment, parce que l'OTAN, il y a quand même plein de pays différents. La Turquie fait partie de l'OTAN, notamment. C'est quand même un gros pays avec qui on n'a pas forcément que des amitiés. Et du coup, comment ça se fait que pour vous, l'Ukraine, qui est quand même pas si loin que ça de chez nous, n'a pas sa place dans l'OTAN et dans l'UE? Elle a pas ça. Oui. Allez-y, répondez. Oui, je pense qu'elle n'a pas sa place dans l'OTAN. Disons que l'Ukraine, personne s'en souciait avant, on va dire, et maintenant qu'elle est en conflit, on voudrait qu'elle intègre l'OTAN. Déjà, pour moi, l'OTAN, à part à faire des guerres illégitimes, ça sert pas à grand chose. Et je voudrais aussi souligner que on insiste beaucoup sur le problème que Vladimir Poutine veut envahir l'Europe et à débarquer en Ukraine comme ça, juste par son plaisir. On a entendu des tas de spécialistes, notamment sur Sud Radio et au micro d'André Berkoff, qui disent que non, Poutine, c'est pas ce qu'il veut faire. Poutine veut protéger ses frontières. Et je pense qu'une base russe... A priori, Elisabeth Lévy n'est pas d'accord. Alors, c'est pas grave. Écoutez, merci en tout cas. Merci en tout cas pour Guillaume. Question pour Patrick Martin-Genier, c'est ça. Allez-y, Elisabeth Lévy. Je retrouvais plus le dernier mot. Patrick Martin-Genier, il est là, il vous écoute. Donc, non, la question, si vous voulez que... Bon, je crois pas du tout qu'on peut se désintéresser de cette situation. Néanmoins, quand on parle d'envoi de troupes françaises, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que les intérêts vitaux de la France sont menacés? Et je ne vous pose pas là une question piège ou rhétorique, parce que je n'exclus pas que la réponse soit positive, mais de quels moyens, par quelle manière nos intérêts vitaux sont-ils menacés, sachant que pour l'instant, l'Ukraine n'étant pas dans l'OTAN, on n'est pas lié par l'article 5. Vous avez tout à fait raison, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Le président de la République a évoqué une hypothèse en disant que si des lignes de front étaient franchies et pas une seule ligne de front, cela pourrait être un élément pouvant nécessiter l'engagement de troupes en Ukraine, mais ce ne serait pas l'OTAN qui interviendrait, si j'ai bien compris. Si vous lisez bien les propos du président de la République, voilà, ce serait la France et d'autres pays, notamment qui sont très allant. La question, c'est effectivement la Pologne, des États baltes, une sorte de coalition internationale qui pourrait se rendre en Ukraine, mais est-ce que c'est légitime, pardon, je précise ma question. Ma question est justement, puisqu'il est question de ne pas exclure l'envoi de troupes françaises, considérez-vous que une victoire russe menacerait les intérêts vitaux de la France, parce qu'il me semble que c'est quand même une condition de l'engagement de nos soldats, et de quelle façon? Oui, je pense qu'effectivement, si l'Ukraine devait être battue, si les lignes de front devaient être franchies, oui, je pense, mais vous savez, c'est au seul président de la République de décider. C'est le chef de l'armée, des armées, c'est le chef de l'État. Je pense qu'effectivement, j'entendais votre auditeur Guillaume dire que ce n'était pas notre guerre. Si, c'est notre guerre. La démocratie serait en danger, la liberté, parce que Vladimir Poutine a dit, et on le sait par les services de renseignements occidentaux, que Vladimir Poutine ne s'arrêterait pas à l'Ukraine. Alors, effectivement, vous êtes très nombreux. 0826 300 300. Juste une petite réaction. Direction Toulouse. Richard, bonsoir. Richard, une réaction. Allez-y, vous concluez l'émission. Une réaction très rapide. Zelensky veut mobiliser à contre-temps. Il n'aura pas les gens puisqu'ils sont à reculons et ils perdent trop d'hommes pour entraîner plus de jeunes dans la guerre. Ça se passera mal. Et l'autre point, 500 milliards de coûts de reconstruction de l'Ukraine, je pense que personne n'en voudra. Et je pense que peut-être même la Russie nous laissera un peu l'ardoise, même s'il gagne la guerre. Voilà, donc je pense qu'on se fait des illusions, la Russie n'ira pas au-delà de l'Ukraine. Bon, c'est un point de vue intéressant. Eh ben, c'est un point de vue intéressant. Merci à vous les auditeurs de Sud Radio, Judith. Oui, alors on fait un petit point quand même sur le sondage sur Twitter. Je vous rappelle la question qu'on vous posait, comme le dit Marine Le Pen, pensez-vous que l'Ukraine n'a pas sa place ni dans l'OTAN ni dans l'UE? Eh bien vous répondez oui, à 90%, ça n'a pas bougé du tout. Il n'y a pas totalement à 2%, ça a monté de 1%, Frédéric Brunel. Merci à Patrick Martin-Genier, toujours très clair et qui nous éclaire. Les vraies voix, merci, vous étiez nos premières vraies voix de cette semaine qu'on passe avec Judith Belair, Elisabeth Lévy, Jean Dorido et Philippe Bilger. Merci à vous, chers amis, et bonne semaine. Allez, vous restez avec nous pour les vraies voix citoyennes, à tout de suite. Excusez-moi, je